vision, c'est que la technologie, à aucun moment a pour objectif de remplacer l'accueil dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que quand on rentre dans un hôtel, aujourd'hui, il y a des ambassadeurs formés, compétents, qui ont une expertise de l'accueil des clients, des visiteurs, et à aucun moment la technologie doit venir interférer cet échange et cette convivialité. Bonjour et bienvenue à tous sur ce deuxième épisode de Digitalisez-moi. Ça fait plusieurs mois qu'on voit bien que la technologie sert à renforcer l'expérience client, optimiser nos opérations hôtelières. Avec la crise qu'on a vécue ces derniers mois, c'est devenu un outil pour accélérer ces transformations. Et on a lancé cette web-série pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui avec moi sur le plateau Pierre Esnay, fondateur de YouUrban Concept, Sébastien Houzet, CTO pour French Hospitality, Joël Grenot, directeur Sales et Marketing pour Grape Hospitality. Bonjour. Et Jérémy Tagon, directeur de la division B2B Samsung Display. Et aujourd'hui, ce qu'on va aborder ensemble, ce sont les espaces communs. Les espaces communs, ils sont clés dans la mutation, dans la transformation digitale, et elle commence par le tout premier point de contact, c'est l'accueil. C'est le moment où on va faire la première impression. Donc évidemment, il y a des gros enjeux en termes d'expérience client, de satisfaction. Et c'est un élément, l'accueil, les réceptions, où on a vu ces derniers temps, bien sûr, beaucoup d'hôteliers transformer ces anciennes réceptions, ces desks, en espaces ouverts, faire du check-in digitalisé avec des bornes, des mobiles, de la tablette. Donc ça, c'est pour le constat. Maintenant, ce que j'ai envie de vous demander, c'est finalement, qu'est-ce que ça nous apporte, tout ça ? En fait, il y a quelques années, nous, on a fait un constat, surtout après l'arrivée de gens comme Airbnb, qui ont un peu perturbé nos métiers de base. Et donc, il y a quelques années, on s'est dit, il va peut-être falloir repenser nos modèles et puis réimaginer, je dirais, l'hôtellerie et ce qu'elle représente aujourd'hui. Et donc, partant de ce constat, nous, on a décidé de faire un tour de manière très basique. On a fait un tour d'Europe. On est allé voir ce qui se passait, de voir tous les nouveaux concepts hôteliers, tous les nouveaux concepts de restauration. Et on a créé, je dirais, le concept que nous, on considérait comme l'hôtellerie de demain. Donc voilà, l'idée c'était de refaire vivre ces lieux et de bien les penser, surtout dès la conception en fait. Refaire vivre ces lieux, je crois que c'était un peu votre enjeu aussi, Joël, non ? Oui, tout à fait. On a eu les mêmes réflexions que Pierre vient d'exprimer. Nous avons démarré l'expérience Grape Hospitality il y a 5 ans, avec un objectif de rénover nos hôtels. Il n'était pas question de les rénover tels qu'ils étaient précédemment. Nos métiers qui étaient très cloisonnés. Historiquement, il y avait des filières dans l'hôtellerie. Vous avez la filière restauration, la filière hébergement, la filière du management, la filière des étages, etc. Eh bien, tout ça, aujourd'hui, a tendance à se décloisonner. Et en fait, l'expérience nous montre, et on le voit sur tous les hôtels que nous avons transformés, c'est qu'effectivement, on a recréé aussi une dynamique et une envie pour les équipes. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la difficulté dans le métier. Eh bien, c'est aussi une façon de revaloriser ce métier. J'avoue, nous, on a tellement décloisonné en lançant fin d'année, première destination à Limoges, où on a tellement décloisonné qu'il n'y a plus de verticalité du bâtiment avec son espace de restauration en bas, etc., et ses espaces d'hébergement en haut. On a déstructuré carrément. Donc, on a des lieux d'hébergement à quelques minutes de marche, des lieux de restauration, de convivialité. Et du coup, en fait, en faisant ça, c'est devenu une nécessité de carrément supprimer la réception, excusez-moi. Plus de réception du tout, parce que sinon, il fallait multiplier les points de réception, les points d'accueil. Donc, on donne l'autonomie totale au voyageur pour se self-checker, s'enregistrer lui-même. Bon, il se trouve qu'en fait, dans le ferroviaire et dans l'aérien, c'est déjà très courant et tous les usagers sont habitués, en fait. Donc, on ne va pas bousculer vraiment les codes. De ce point de vue-là, par contre, on les adapte. Mais rappelons-le, alors le gouvernement, pendant la période, a cru que tout le monde était équipé de smartphones à 95%. C'est pas tout à fait vrai. C'est plutôt 80% dans les tranches d'âge jusqu'à 45-50 ans, et après ça descend. Mais c'est quand même un taux de pénétration très fort, même si la courbe elle s'infléchit un peu, que c'est 2-3%, 2-3 points de progression par an. Vous, Jérémy, c'est un peu ce que vous voyez, cette maturité, finalement, à la fois côté client et puis côté hôtelier aussi, on sait plus facilement trouver des solutions, même un peu innovantes de ce volet-là ? Ouais, alors du côté de Samsung, on a évidemment accompagné ces transformations qui ont démarré il y a un moment déjà.
Maintenant, s'il y a quelque chose qui est significatif, c'est que cette dernière année, on a eu une interruption de l'activité hôtelière et je pense que ces transformations, elles ont été excessivement accélérées. Et ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que nos clients hôteliers ont fait appel à nous pour les accompagner dans ces transformations. Mais au-delà de les accompagner sur du device, une tablette tactile à l'entrée d'un hôtel ou des écrans pour partager de l'information, on nous a demandé d'accompagner à la transformation post-Covid et on a répondu avec des solutions de films antibactériens, par exemple pour mettre sur des écrans, avec des solutions de comptage automatisé pour optimiser les flux d'entrée et de sortie dans des établissements hôteliers. Et ça va même jusqu'à avoir des solutions touchless pour éviter de toucher des tablettes tactiles. Et clairement, je pense que cette transformation, elle est lancée, elle va s'accélérer. Et il y a une manière d'accueillir les gens qui doit se réinventer. Les opportunités sont là. Et c'est la capacité à le faire rapidement qui permettra à certains de se différencier par rapport aux autres. Je voudrais juste rajouter un point par rapport à ce qu'on vient de dire, c'est que cette transformation, elle amène aussi un point qui est l'accueil du client. C'est-à-dire que, en fait, quand un client, moi je me souviens, les premiers hôtels qu'on a transformés, les clients rentraient, ils cherchaient la réception, pas de réception, un peu perdu. Donc voilà. Et donc c'est là où le personnel, l'équipe, la réceptionniste doit aller au devant du client. C'est-à-dire que ça change complètement le rapport. Autrefois, le client, il rentrait dans un hôtel, il s'adressait à la réception. Et là, c'est la réceptionniste ou le réceptionniste qui doit aller au devant du client. Donc ça veut dire que ça renforce aussi leur côté commercial. Ils doivent être dans cette approche. Donc ça change aussi beaucoup de choses quand même. Ce qu'on voit en commun, c'est qu'en fait, on renforce toujours les effectifs sur la partie finalement plutôt F&B, convivialité, etc. Et dans le même temps, en fait, la réception, parce que forcément, nous, par exemple, on a totalement supprimé la réception, on a quand même aussi une autre fonction support de réception qui est plutôt un service client. Je l'appelle vraiment service client, j'insiste, pas support client. Parce que la réception telle qu'on la voit avec ce desk, ça fait très guichet de réclamation, je trouve. Et nous, on est plutôt dans l'expérience client, c'est d'être au-devant de lui, au-devant de ses attentes, le reconnaître, savoir ce dont il a besoin. Donc un service client qui, lui, du coup, peut devenir déporté, peut être mutualisé aussi sur plusieurs établissements. Mais il ne se suffit pas, il faut aussi, comme dit Pierre, de l'accueil sur place et de cette convivialité, aller dans le service, au-devant du client. Le vrai sujet, c'est est-ce que finalement, dans cet accueil au sens large, ou enfin, avec tous les outils aussi dont on dispose, est-ce qu'on ne peut pas aller un peu plus loin Joël, par exemple. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, nous, on mène une réflexion et on regarde comment on peut aller plus loin aussi sur cette dématérialisation. Et demain, le client, sur sa propre appli, il recevra avec sa confirmation de réservation son QR code pour demain ouvrir sa porte de chambre et ouvrir les espaces auxquels il aura accès par rapport à ce qu'il aura commandé. C'est-à-dire qu'on peut envisager que le parcours client demain soit entièrement balisé également par un accès QR code. Oui, donc la gestion des accès. Exactement, tout à fait. Donc la technologie va permettre de faire un certain nombre de choses à ce niveau-là. Aujourd'hui, nous, on a mis en place la technologie du QR code, effectivement. Donc dès la réservation, le client reçoit son QR code. Donc, il fait un checking rapide à l'entrée de l'hôtel pour valider tous les points administratifs et l'identité notamment. Et puis dès l'entrée du client de l'hôtel, le client reçoit son numéro de chambre. Et puis ce QR code va le suivre tout au long de son parcours et durant son séjour. Donc, il va ouvrir sa porte de chambre, il va ouvrir tous les accès dont il aura qui lui sont disponibles, tel le fitness, la salle de cinéma, il va même aller payer ses consommations au restaurant, au bar, avec ce même QR code. Technologiquement parlant, c'est pas toujours très simple, parce qu'il faut faire parler ensemble des dispositifs qui sont pas forcément compatibles les uns avec les autres. On a fait l'exercice, on a réussi, ça a été beaucoup de travail, mais ça fonctionne. On a une approche un peu différente. Alors, deux choses. La première, pour répondre sur la partie, effectivement, vous vous servez du QR code, je crois, pour plein de choses, contrôle d'accès, distribution de boissons, etc. Nous, on a vraiment axé beaucoup sur le contrôle d'accès, d'autant plus qu'on est déstructuré, donc on doit aussi franchir la porte principale. Une des différences majeures, c'est qu'un hôtel, on le voit ici, on est venu, c'est toujours ouvert. D'ailleurs, c'était une problématique pendant l'année passée, parce qu'il y a des hôtels qui barricadaient leur façade, parce que ce pas des lieux qui sont faits pour être fermés. Nous, en déstructurant, on doit quand même sécuriser chacun des lieux, qui sont naturellement fermés. Donc, contrôle d'accès déjà dès la porte principale, puis dans les chambres. Et en fait, on n'utilise pas le QR code comme élément, on va dire, passif qu'on approche devant un lecteur. On fait l'inverse.
c'est le téléphone, l'appareil qui est actif et qui soit lie un QR code qui est sur le point d'accès, ou on l'approche tout simplement, et ça peut être par NFC aussi, le tag NFC, ça émet la même chose qu'un QR code, c'est-à-dire dedans il y a une information qui codifie, qui dit je suis telle porte d'entrée de telle chambre, etc. Et ça ouvre une sorte de lien, donc pas dans une appli, parce qu'on a résolument choisi une approche très web, ça ouvre un lien d'une page internet, et là on fait tout le nécessaire pour ensuite ouvrir l'accès, et le nécessaire, c'est un peu mon deuxième point, reconnaître le client, c'est l'identifier. Et c'était un point essentiel, fluidifier le processus d'identification d'un client. Et pour identifier quelqu'un, aujourd'hui, on a un numéro de téléphone ou un email qu'il faut avoir vérifié. Ça, vous l'avez tous fait quand vous faites une transaction bancaire. Souvent, on vous demande un code à usage unique. Et on utilise ce système-là, c'est-à-dire que vous avez une identification sans mot de passe. Parce que c'est embêtant, un mot de passe. On s'en souvient jamais. Du coup, la fois d'après, quand on revient, j'ai oublié le mot de passe. Et ça nous horripile au plus haut point. Donc, on fait ce système-là. Et en plus, dans les fois suivantes ou la première fois où vous vous êtes authentifié, du coup, c'est un processus d'authentification, on peut aussi mettre en place, c'est disponible depuis un peu plus d'un an, un dernier point qui est sympa, c'est qu'on peut utiliser les éléments biométriques, c'est-à-dire faire confiance à son propre appareil portatif pour la reconnaissance faciale ou avec l'empreinte digitale, y compris dans les pages Internet. Ça, c'est très nouveau. Et ça fluidifie énormément le parcours parce qu'on n'a même plus besoin de recevoir encore ce code à usage unique, même si de plus en plus on a simplifié. Donc, tout ce parcours, être reconnu, accéder, etc., on l'a vraiment traité à la fois avec ces méthodologies d'authentification sans mot de passe, puis par reconnaissance sur le périphérique, et ensuite en élément actif. Et là, ça permet, je vais juste conclure sur ce dernier point, un truc supplémentaire par rapport au QR code que j'aime bien, c'est que vu qu'on ouvre une page Internet, on peut rentrer en communication, c'est un touchpoint avec le voyageur, dans le sens où, je ne sais pas, moi j'ouvre ma porte à 23h, il est tard, on peut me proposer un late check-out. Alors que dans l'autre cas, j'apporte juste devant mon lecteur et là, il ne se passe rien de plus. Donc on peut créer des expériences supplémentaires qui sont assez interactives. Ouais. L'hôtel, ça reste un objet social qui est excessivement réactif, et vous avez réagi et mis en place des stratégies de réaction qui ne sont pas exactement les mêmes. QR code, NFC. Je pense que le débat et la question qui va se poser, elle n'est pas nécessairement sur est-ce qu'on choisit NFC ou QR code, parce que je pense que les applications fonctionnent très très bien dans chacun des univers, mais c'est beaucoup plus la manière dont on va intégrer cette solution au parcours digital. La clé dans le parcours digital, c'est l'ergonomie tout d'abord. Il faut que ce soit simple, voilà. Et il faut que ce soit simple, quel que soit votre client. Exactement. Et il faut que ce soit simple, quels que soient vos clients. Et on n'a peut-être pas tous forcément les mêmes clients, donc ils ne vont pas lire la simplicité de la même manière. Et ce qu'on constate, en fait, quand on échange avec nos clients, c'est que savoir qui est notre client, quelle est sa maturité technologique, quelles sont les briques technologiques dont on dispose dans notre hôtel déjà aujourd'hui, c'est les questions qu'on doit appréhender pour réussir à construire un parcours digital qui sera créateur de valeur. Voilà, parce que le parcours digital, l'expérience augmentée du parcours digital dans un hôtel, ça doit être créateur de valeur. Je pense que le sujet, c'est pas de savoir si je peux rentrer tard le soir dans un hôtel ou pas, faire un check-out avant de partir la veille au soir de manière automatique. C'est est-ce que j'ai envie de le faire, est-ce que c'est simple, et est-ce que quand je le fais, je trouve ça très pratique. On a à peu près nos 20% d'utilisateurs qui, chez Pierre, ont peut-être utilisé le QR code et qui l'auraient peut-être même imprimé, hein, comme on le voit. Moi, je vois encore des gens, des usagers dans le ferroviaire qui impriment leur QR code. Voilà. Et nous, la limite, elle est là, finalement. C'est ces 20% qui n'ont pas tellement le smartphone et qui ne vont pas à fond dans l'usage, qui sont notre caillou dans la chaussure, parce que pour eux, ça va être beaucoup plus pénible que ce qu'on propose aux 80 autres % qui vont avoir cet usage du smartphone. Un des autres sujets aussi, l'étude qu'on a menée à travers des tables rondes où on a interrogé pas mal d'hôteliers, a montré qu'un des éléments où la technologie allait faire le plus la différence aujourd'hui, c'était aussi auprès de la clientèle d'affaires, les salles de réunion, bien évidemment, et tous les besoins de cette clientèle-là spécifiquement. Peut-être vous, Jérémy, vous avez un peu les retours d'expérience sur ce que ça apporte à ces clients? La vision qu'on en a déjà, elle est sous l'angle du travail, simplement parce qu'on accompagne depuis plusieurs années énormément d'entreprises dans la refonte de leurs espaces de travail. Et on pense que notre vision, c'est que les hôtels ont énormément d'atouts à faire valoir. Étonnamment, les bureaux d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouverts, centrés sur des espaces collaboratifs,
et il y a des mises en place de modèles flex office. Deuxième chose importante, deuxième chose qu'on voit quand on partage avec nos partenaires hôteliers, c'est simplement qu'ils ont énormément d'atouts à faire valoir, des marques qui sont très puissantes, des équipes qui sont déjà opérationnelles et en place, des offres multiservices qui sont déjà existantes et de temps en temps, des mètres carrés qui sont disponibles et à optimiser. Et on sait que ces mètres carrés disponibles, si on est capable de les opérer en consolidant les forces que je viens de vous décrire de l'environnement hôtelier, on a un outil qui devient un outil de rentabilité, mais aussi un outil de reconstruction, de réinvention de la relation client, et c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui pour les hôtels. Donc, c'est évident qu'il y a des atouts pour les espaces hôteliers à migrer vers ce levier de diversification qu'est le coworking, en sachant qu'il y a une chose très importante, le télétravail va devenir la norme dans quelques semaines. Et on sait très bien, en partageant avec les gens qui retournent au bureau, que le télétravail à domicile, il n'apporte pas de relation interpersonnelle et les gens ont besoin de cette relation interpersonnelle. Donc les tiers-lieux vont devenir indispensables dans les villes et on pense qu'il y a réellement un business à prendre pour les hôteliers dans la création de ces tiers-lieux. Alors du coup, la question, c'est comment on fait pour le prendre, ce business? Peut-être, Joël, sur ces mètres carrés finalement de salles de réunion qu'on avait, comment on les transforme, comment on les adapte à ces nouveaux besoins des clientèles? Bien sûr que les attentes des entreprises sont en train de changer, on le voit sur plein de sujets. Si on prend l'exemple de la réunion classique, ce que la crise que nous vivons aujourd'hui a mis en exergue, c'est que les entreprises veulent continuer à se réunir, mais différemment. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est rentré dans une notion de réunion hybride, où j'ai à la fois du présentiel et à la fois des gens à distance. Eh bien, parce que lorsque je suis une entreprise X ou Y, je ne vais pas forcément faire venir tous mes collaborateurs sur le lieu où je faisais ma réunion habituellement, mais je vais besoin de communiquer avec eux, de fonctionner avec eux à distance. Donc, ça nous amène, nous, aujourd'hui, à repenser nos équipements de salle de réunion. Que la grande tendance qu'on observe, c'est que le marché de la réunion classique, tel qu'on le connaissait dans le passé, est un marché qui se restreint et qui va se restreindre encore plus. Et ça, c'est fondamental, il faut qu'on l'intègre. Alors, bien sûr, il y a des réponses avec transformation de salles en coworking, ce qu'on est en train de faire avec des équipements de réunion hybrides, mais quand même, ça ne sera pas forcément suffisant pour remplir nos salles de réunion telles qu'on les avait dans le passé. Je crois que c'est un peu la problématique à laquelle vous avez été confronté aussi, un peu, Pierre, non? Ah oui, tout à fait. Nous, de toute façon, en plus, on n'a pas attendu le Covid pour imaginer que nos lieux, ils devaient être repensés et travailler de manière très différente. Et donc, effectivement, nous, les coworkers, ça fait plusieurs années qu'on les avait identifiés et que c'était une des manières de faire vivre ces tiers-lieux tout au long de la journée. Donc, le nomade qui cherche un lieu de travail pour une journée, une semaine, donc il fallait répondre à ça. Et nous, on a essayé en plus d'être un peu disruptif sur les modèles traditionnels de la salle de réunion. Nous, on n'a aucune salle de réunion chez You, c'est-à-dire qu'on a des espaces généraux qui sont privatisables, des lieux où on peut, réinventer, des séances de travail de manière très, très, très différente que d'être autour d'une table. Et donc là, si vous ne l'avez pas conçu au départ à la conception des lieux, c'est très compliqué. Après, nous, on a intégré des salles de cinéma dans notre concept, qui sont aussi des lieux qui sortent de l'ordinaire, dans lesquels vous pouvez faire des comités de direction, des COMEX, avec dans un cadre qui est très différenciant, et c'est ce que cherchent aujourd'hui les entreprises. On en a marre de la réunion, la salle de réunion traditionnelle entre quatre murs. Il faut apporter, il faut être très novateur dans l'offre. Et notre salle de cinéma, aujourd'hui, elle est privatisée plusieurs jours par semaine pour créer ce type de réunion, en fait. Écoutez, ce que je vous propose, c'est d'aller voir ensemble, finalement, in situ, dans un espace Wojo, qui est l'un des leaders européens du coworking, voir finalement, concrètement, ce que ça nous donne. On retrouve Stéphane Ben-Simon. Alors, on est ici dans l'hôtel d'un de tes partenaires, Stéphane, puisqu'on est à l'espace Wojo de Libistil Paris 16 Boulogne. Alors voilà, on a vu un petit peu avec nos intervenants en plateau comment on pouvait adapter finalement l'offre hôtelière aux nouvelles attentes des clientèles business, et bien souvent ça pourra comprendre cette idée de développer du coworking. Donc on s'est dit, allons voir un des experts du sujet,
Et ma première question pour toi, c'est ça, du coup, c'est si je suis un hôtelier, finalement, c'est quoi, pourquoi je vais vouloir faire un coworking? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Qu'est-ce que ça va me coûter également? Toi qui as un peu le retour d'expérience avec tes clients hôteliers, finalement, c'est quoi ton regard sur ça? Première chose, il faut partir toujours du marché, du client et de ce qui se passe aujourd'hui avec les changements de paradigme sur le monde du travail et ce que recherchent aujourd'hui les entreprises et les collaborateurs. En 2 mots, les entreprises cherchent de la flexibilité pour leur espace de travail, de ne plus être embarqués dans des baux qui durent trop longtemps, de faire des économies et de donner du service à leurs collaborateurs. Et les collaborateurs, eux, ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir transformer une semaine idéale avec un peu de télétravail, un peu de travail dans des lieux, dans des tiers-lieux, comme les hôtels, et puis d'aller de temps en temps au bureau. Ce que recherchent aujourd'hui les entreprises et les collaborateurs, c'est de vivre quelque chose de nouveau au travail, quelque chose de plus épanouissant, quelque chose de plus émotionnel aussi. On ne parlait jamais d'émotion dans le travail, et ben voilà, on commence à en parler, et d'aller dans des lieux de vie et non pas des lieux de travail. Et donc c'est là où les hôtels ont un rôle à jouer pour pouvoir s'approprier ce marché qui est en pleine explosion. Aujourd'hui, c'est 1,5% de taux de pénétration de coworking dans le monde de l'immobilier d'entreprise, c'est 1,5%. On imagine qu'il peut atteindre 20-30%. Voilà l'explosion que ça peut avoir. Et les hôtels ont un vrai rôle à jouer là-dessus. Et si je me place en tant que, voilà, je suis un hôtelier, j'ai un peu envie d'aller vers cette tendance-là, qu'est-ce que ça va me coûter, comment je vais faire, j'imagine va y avoir des investissements, des capex, du personnel. Il est probable que le business travel soit un peu moins fort dans les années à venir, qu'il y ait, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'hôtels qui n'ont pas 100% de TO et qui ne retrouveront pas forcément 100% de TO tout au long de l'année. Donc, il y a du mètre carré disponible, à la fois dans les lieux communs, dans la journée, et c'est ça la beauté aussi du système, c'est que le coworking et le travail, c'est dans la journée, alors que les clients hébergés, c'est plutôt la nuit, enfin le soir ou le matin tôt et la nuit. Et donc, ça se complète très, très bien. Donc, il y a des espaces disponibles dans la journée qui peuvent être mis à disposition de coworkers à la demi-journée, à la journée, en location. Et puis, il y a des espaces qui peuvent être transformés, des salles de réunion ou des chambres qui peuvent être transformées en bureaux, commercialisés au mois, voire même à l'année. C'est ce qu'on a fait avec Wojo et avec un certain nombre d'hôtels. On a commencé à signer une vingtaine de contrats avec des entreprises qui installent leurs collaborateurs de façon pérenne, 2-3 postes par chambre ou 4-5 postes par salle de réunion, et ça devient leur bureau de façon presque définitive. Il faut mettre en musique tout ça, et c'est là où l'avis d'un expert comme Wojo et d'un savoir-faire vis-à-vis du client, puisqu'on est plutôt dans le monde de l'immobilier, est très important. Je prends un exemple, le Wi-Fi est un exemple important sur la configuration à donner, puisque le Wi-Fi, pour une entreprise qui s'installe dans un hôtel, doit être un Wi-Fi sécurisé, et c'est ce qu'on amène, nous, avec le savoir-faire de ce point de vue-là. C'est vrai que si on se compare soit aux clés un peu traditionnelles de l'hôtellerie, soit au marché du bureau aussi, comment ça se positionne, comment ça fonctionne, et puis c'est quoi les KPIs qui me font qu'on évalue le succès ou pas? Alors, déjà, premier élément, c'est important de changer un peu de mindset quand on parle de KPI ou quand on parle de critères d'appréciation de performance. Jusqu'à présent, les hôteliers raisonnent toujours TO, la chambre, prix moyen, RevPAR. Là, on ne parle plus de comparaison avec le prix d'une chambre, on parle de prix au poste. Et le prix au poste se compare avec le prix de l'immobilier aux alentours de l'hôtel. C'est-à-dire que ici, par exemple, à Boulogne, j'ai besoin de 3 postes, de 10 postes pour une nouvelle entreprise, une start-up qui se lance. Eh ben, je vais regarder ce que me coûte X mètres carrés pour installer mes 5 collaborateurs, et puis je vais regarder à Libby Styles de Boulogne ce que ça me coûterait si je transformais une salle de réunion ou 2 chambres avec 2-3 postes à chaque fois. Et donc, on parle de chiffre d'affaires au poste sur la période, sur une longue année. Donc, c'est un business qui est intéressant. Il faut aussi, encore une fois, changer le regard. C'est vrai que c'est important pour la résilience aussi. C'est plus du long terme.
Ça fonctionne comment Nous, ce qu'on arrive à faire, c'est à proposer les 3 offres, c'est-à-dire du très court terme, c'est-à-dire avec un abonnement pour aller dans tous les hôtels du réseau partenaire de Wojo et nos propres sites. C'est un abonnement à 10 € par mois, mais là, c'est pour vivre dans les espaces communs. Et après, on a des abonnements dans des espaces dédiés, Wojo, où là, on peut payer à la demi-journée ou à la journée. Et enfin, ce qu'on développe le plus ces derniers temps, c'est la transformation de chambres et de salles de réunion en bureaux pour 6 mois, 1 an, 18 mois, et de faire de l'hôtel un vrai lieu de travail sur les mètres carrés disponibles. On va voir ce que nos intervenants en plateau en pensent. Merci en tous les cas à toi de nous avoir accueillis. Merci, mais j'espère qu'ils seront convaincus parce que c'est un vrai nouveau marché qui s'offre au monde de l'hôtellerie. Alors on a vu Stéphane, merci encore à lui. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement cette vision et cet intérêt, l'apport du coworking pour les hôtels ? C'est évident et Stéphane l'a bien dit, il y a un marché qui est en train de naître et qui va sans doute croître dans les années à venir. Après, ce marché il va sans doute aussi se structurer, donc il va falloir qu'on voit comment nous on peut y répondre. C'est vrai que une des pistes, c'est dans la transformation de nos salles de réunion, c'est d'équiper des espaces de coworking, ça c'est évident. Après, transformer des chambres en espaces de coworking également, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, je sais que les quelques tests qui ont été initiés n'ont pas donné grande satisfaction. Je crois que la personne, enfin le coworker, appelons-le comme ça, il a quand même aussi envie de partager quelque chose. La chose qui est importante, en revanche, c'est que si on veut des espaces flexibles et des espaces hybrides, il faut des solutions flexibles et des solutions hybrides. Alors, les solutions, elles existent. Je pense à plein de solutions qui sont présentes sur le marché aujourd'hui. Il y en a une que vous connaissez probablement qui s'appelle le Flip, qui est un paperboard digital que vous pouvez transformer en un écran. Cet écran, il peut aussi devenir une solution de visioconférence. Donc, la solution et l'outil en lui-même, il existe, il y en a d'autres, des moniteurs qui sont intelligents, des smart monitors qui sont tantôt des outils multimédia, un peu comme des télévisions qui vous permettent de faire du streaming si vous êtes dans une pause et regarder du divertissement et puis instantanément rebasculer sur du travail. Mais dans le reportage, ça parlait de marge opérationnelle et c'est des investissements, ces outils. Et il y a un autre élément, parce que c'est vrai que la convivialité, c'est un point clé que vous avez tous un peu souligné. C'est aussi un point clé dans la restauration, qui est un autre élément central dans l'expérience client et puis dans ce que vous avez respectivement mis en place. Finalement, dans ce domaine, alors on a vu que la technologie, elle avait eu pas mal d'apports, que ce soit effectivement dans le cadre sanitaire passé pour le respect des gestes barrières, mais aussi plus dans la perspective d'aujourd'hui et de demain sur comment on gagne en efficacité opérationnelle. En fait, quand on va dans l'espace F&B, en général, c'est pour du bon. Enfin, on cherche la nourriture, quelque chose qui approche quand même un besoin primaire essentiel et où on veut une expérience. Et on veut pas un truc, on veut pas que ce soit fun, quoi. Et du coup, de ce point de vue-là, nous-mêmes, on est assez technophiles, on reste assez low-tech là-dessus. On va plutôt axer la technologie. L'enjeu et le débat, je pense, il est plus sur les opérations et leur efficacité opérationnelle. Et d'ailleurs, ça crée 2 opportunités de marché assez folles, et c'est pour ça que les investisseurs, je pense, investissent énormément en ce moment. Il y a la première, c'est qu'il va y avoir beaucoup de restaurants qui ne vont pas réouvrir, des dépôts de bilan. Mais bien entendu, là-dedans, il y a des très bons emplacements qui vont être repris. Et tous ces emplacements repris, en fait, c'est des nouveaux clients pour des nouvelles solutions technologiques, opérationnelles, etc. Il va y avoir une énorme. C'est historique, on n'aura jamais réouvert autant de restaurants finalement que là. Et puis il y a ceux qui réouvriront parce qu'ils ont, on va dire, survécu et qui avaient, pour survivre notamment, souvent ils ont ouvert des nouvelles lignes de business liées à la delivery, au click and collect. Et tout ça maintenant, ça fait partie intégrante, en tout cas pour les restaurateurs et de plus en plus, je pense aussi pour les hôteliers restaurateurs. De leur ligne de business. Et en fait, quand on réouvre, en fait, on veut optimiser cette rentabilité et du coup avoir, je dirais, à masse salariale équivalente, continuer à faire tourner cette ligne de business. Et donc, il faut savoir optimiser le reste de ces opérations, puisqu'en temps normal, on ne savait pas l'intégrer avant. Il faut avoir une offre qui soit un peu hybride. Alors nous, on a fait le choix effectivement
toujours sur la base du QR code. Hein. Chaque table est identifiée, vous avez un QR code, vous scannez, vous passez votre commande. Si vous êtes client hébergé, ça transfère automatiquement votre addition sur la chambre. Si vous êtes un client externe, vous payez directement avec votre carte bleue. Ou alors, si vous préférez, avoir un process plus classique, vous appelez le serveur, qui est quelqu'un de très polyvalent et qui va vous prendre votre commande et qui va vous faire un parcours client plus classique. Mais en fait, je pense que c'est un bon mélange de tout ça, en fait. Et après, il y a aussi un autre point, finalement, qu'on a évoqué rapidement, qui est qu'on s'adresse aussi aux locaux. Vous avez évoqué les coworkers, Pierre, mais il y a aussi tous les clients locaux que... Nous, pour moi, c'est un point essentiel, en fait. Il faut partir du constat, c'est qu'un hôtel, ça reste un hôtel. Et le client qui n'est pas hébergé en hôtel ne rentre pas dans un hôtel comme ça. On a peur de rentrer dans un hôtel. Donc il faut que ces lieux soient transformés. Et nous, on a même poussé la démarche jusqu'à ne pas marquer la mention hôtel sur notre enseigne. Vous avez You, entrée de l'hôtel, et les gens se demandent ce que c'est en fait. Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est un magasin de meubles? Est-ce que c'est un magasin de coworking? En fait, et on incite la curiosité et les gens rentrent pour savoir, bah, tiens, c'est quoi ici? Vous faites quoi? C'est vrai qu'il y a aussi, c'est intéressant, il y a une résonance à voir sur c'est quoi nos stratégies pour les locaux, pour les hébergés. Sébastien, vous avez un peu une approche aussi là-dessus, j'imagine, avec vos ça, étant déstructuré, déjà, on envoie aussi ce message fort, comme dit Pierre, de ne plus être vraiment considéré comme un hôtel. Et ça change le rapport, surtout dans un pays comme le nôtre. Il y a des pays où c'est traditionnel d'aller au restaurant de l'hôtel. Ici, c'est moins le cas. Et c'est toute la difficulté. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que le nom de la marque, c'est You, donc ça envoie un message fort, c'est le client centre. Nous, c'est Gogaille, c'est un mot de vieux français qui vient de gogailler. C'est vraiment passer un moment convivial ensemble. Donc c'est vraiment au cœur aussi de nos valeurs. Et donc le local, par nature, en fait, on va le capter parce qu'on est déjà au centre de la ville. D'ailleurs, on appelle ça les échoppes, et on va apporter à minima le bar, la restauration et le traiteur, et parfois d'autres activités marchandes autour. À Limoges, par exemple, la boulangerie, mais ça pourrait être, pourquoi pas, presque le fleuriste, d'autres services, d'autres valeurs de service, et qui captent le local naturellement. Ça fait partie de son quotidien. Et le voyageur, lui, à côté de ça, on lui fait un traitement, alors un petit peu différemment. Alors ils sont quand même VIP, ces locaux, ils ont la fidélité, on les suit, etc. Mais pour le voyageur, on prend aussi en compte ses particularités, notamment, lui, il a le droit, par exemple, de réserver au restaurant, c'est un privilège pour lui, là où le local, on va plutôt être sur de la liste d'attente pour la partie restauration, parce qu'on considère qu'il a sûrement une petite course à faire à côté, puis on peut revenir, et on va le prévenir, par contre, on le fait. Mais on va s'adapter à chacun des cas d'usage. Alors, je rebondis sur ce que vous dites, c'est exactement, on a eu cette même démarche, on se dit, si on veut accueillir les clients de loin, on sait les accueillir, c'est le rôle de l'hôtelier, mais c'est les clients de près. Si on veut les faire rentrer, effectivement, il faut, et c'est vrai qu'en France, c'est pas naturel de faire rentrer des Français dans un restaurant d'hôtel. Nous, on a fait le choix de dire on va faire rentrer des enseignes de restauration existantes. Et notamment sur nos hôtels Ibis, on a fait rentrer des enseignes connues en France parce que ça parle aux gens. Voilà. Et lorsque on a traité nous-mêmes nos restaurants avec sur des enseignes, nos hôtels, Mercure notamment, eh bien, on a créé des enseignes de restauration, nos enseignes de restauration. On a fait des appels sur l'extérieur, c'est-à-dire qu'on a fait des petites terrasses, on parle de terrasses aujourd'hui, qui soient visibles de la rue pour faire dire aux clients tiens, coucou, il se passe des choses ici, quoi. Voilà. Parce que c'est compliqué. Mais c'est ça la finalité de notre métier. Notre métier, c'est pas uniquement d'accueillir des gens qui viennent séjourner, mais c'est de faire vivre ce lieu toute la journée. Et pour ça, la restauration est incontournable, elle est au cœur du système. C'est un vrai fondamental, peut-être, cette clientèle locale. Et puis, globalement, peut-être, pour conclure ensemble sur l'ensemble des espaces communs, finalement, s'il y avait un fil conducteur ou si peut-être il y avait des choses plus particulièrement à retenir de vos expériences respectives, de comment vous avez mis en place, imaginé puis mis en place ces solutions. Voilà, qu'est-ce que, en mots de conclusion, on pourrait en tirer sur l'univers des communs? Moi, ma vision, c'est que la technologie, à aucun moment, a pour objectif de remplacer l'accueil dont vous parliez tout à l'heure. Je pense que quand on rentre dans un hôtel, aujourd'hui, il y a des ambassadeurs formés, compétents, qui ont une expertise de l'accueil des clients, des visiteurs, et à aucun moment la technologie doit venir interférer cet échange et cette convivialité. En revanche, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a des clients qui veulent de l'autonomie, et l'objectif de la technologie aujourd'hui, c'est de donner de l'autonomie à ces clients,
pour pouvoir investir le temps gagné avec les clients qui veulent un parcours personnalisé, un peu plus customisé, et puis apporter de l'efficacité opérationnelle, ce que vous disiez tout à l'heure, les outils technologiques, ils sont là pour apporter de l'efficacité opérationnelle aux hôtels. Je pense qu'un des indicateurs clés de performance des hôteliers, c'est le temps gagné des opérateurs de l'hôtel avec chacun des clients. Et si la technologie peut faire gagner un petit peu de temps avec les clients, je pense que l'équation sera la bonne et il faut trouver cette balance entre l'hyper-digitalisation d'un côté, mais cette relation client qui reste fondamentale de l'autre. C'est un bon mix. Et la rendre accessible, la technologie, c'est compliqué, c'est très compliqué de faire simple en fait. On s'aperçoit que dans la domotique, c'est un gros travail aussi de rendre, de savoir allumer la bonne lumière, d'envoyer son contenu sur l'écran dans la chambre ou dans les salles généraux. En fait, il faut faire en sorte que ces technologies qu'on met en place dans nos lieux, elles soient faciles à mettre en place. Il faut 3-4 clics, pas plus, et que ce soit de manière naturelle. Et ça, c'est compliqué en fait. Le chemin est long parfois. Le chemin est semé d'embûches, on va dire. C'est clair. Et au-delà de ça, ouais, je pense hospitalité, ça, évidemment, c'est au cœur de tout. Le client au cœur de tout avec l'hospitalité, le sourire, l'accueil, vraiment, c'est au cœur de tout. Derrière, effectivement, l'efficacité opérationnelle, l'excellence opérationnelle, surtout qu'on a un savoir-faire très fort dans le CHR en France et il faut le valoriser encore plus. Et puis, bien entendu, après, nous, ça fait partie de notre ADN, un peu ce côté déstructuré et qui est sur un autre volet un peu plus large de ces communs. Je dirais qu'il place un volet presque investisseur ou qui permet, nous, en tout cas, on l'a vu, d'ouvrir l'entrée d'investisseurs avec des profils différents. Parce que quand on est déstructuré, on peut avoir différents lieux où on peut proposer des fonciers plus accessibles aussi à des nouveaux donc une nouvelle frange d'investisseurs qui ne pouvaient pas se présenter avant. Voilà. La technologie a ouvert le champ des possibles et elle transforme aussi nos métiers. Donc elle nous amène à repenser beaucoup de choses. Elle nécessite des investissements, ça c'est clair. Mais je pense qu'elle est porteur de beaucoup d'innovation et de transformation de nos métiers. Voilà. Et en fait, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que ça nous permet aussi de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'accueil des clients, c'est la séduction et la satisfaction. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera très bientôt pour notre 3e épisode. On parlera de la chambre, du back-of-house. Retrouvez-nous donc très bientôt. Merci encore une fois. Merci. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Et à bientôt.